Mesdames, Messieurs, j'assume la présidence pour le prochain exposé et pour le prochain exposé uniquement. Le prochain exposé vous dira tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur une société sans capital, sans oser le demander. Et c'est Henri Culot et Gabriela de Pierrepont qui vont vous en parler. Henri Culot est professeur à l'UCL et avocat. Il était aussi, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, l'un des deux experts ayant contribué à l'avis du Conseil d'État. Et Gabriela de Pierrepont est assistante à l'UCL. Et ils vont se succéder au micro. Je leur cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, il y a 200 ans, en 1818, naissait à Trèves une jolie petite ville allemande traversée par la Moselle, à laquelle vous pouvez accéder en suivant très longtemps le 42. Eh bien, là naissait Marx, Karl Marx, celui qui, 50 ans plus tard, écrira un ouvrage qui reste toujours un best-seller de l'économie politique, Le Capital, le tome 1er, 1867. Eh bien, dans ce livre, Marx prédisait une disparition à terme, selon différentes méthodes qu'il envisageait, du capital. Eh bien, aujourd'hui, je peux vous le dire, on y est. Le capital disparaît. Alors, ce n'est pas exactement la manière dont Marx l'avait envisagé, je rassure tout de suite ceux qui peut-être auraient quelques craintes à ce sujet. C'est une des nouveautés, et sans doute une nouveauté, disons, une règle phare du nouveau code, c'est l'idée d'une SRL sans capital. C'est un des choix fondamentaux des auteurs de ce projet. Mais ce n'est pas la seule nouveauté en matière de SRL. La SRL donc, qui remplace l'actuelle SPRL, un nom donc, qui fait disparaître le P qui signifie privé en français, mais rassurez-vous, en néerlandais ça s'appellera une BV, et donc le caractère privé, lui, subsistera dans la dénomination néerlandaise. L'idée, c'est de rendre la SRL, qu'elle devienne la société de base, la société que toutes les entreprises choisissent a priori, sauf si elles ont une excellente raison de choisir une autre forme. Ce qui a nécessité, outre la question du capital, sur laquelle je reviendrai plus longtemps, nécessité de transformer un certain nombre de règles pour assurer une très grande liberté statutaire, pour permettre dans la SRL un certain nombre de mécanismes qui auparavant n'étaient disponibles que dans la société anonyme et qui avaient pour conséquence que les gens choisissaient une société anonyme pour pouvoir bénéficier de ces mécanismes. Je pense par exemple à la figure de l'administrateur délégué. Il y a d'autres exemples en matière d'émission de titres qui n'étaient possibles que dans la SA et qui désormais seront également possibles dans la SRL. Et puis, outre cette liberté, ces possibilités plus nombreuses, on a voulu simplifier, on a voulu faciliter, mais il fallait le faire, bien entendu, en réfléchissant à la protection des tiers, parce qu'on ne voulait pas non plus que cette simplification aboutisse à ce que les tiers soient démunis par rapport, en particulier donc les créanciers, quand on parle de tiers, soient démunis par rapport à la société, sachant que ces associés bénéficient de la responsabilité limitée. La SRL est aussi importante parce que tout le droit des sociétés coopératives est désormais calqué sur le droit de la SRL. Ceux qui ont connu les lois coordonnées sur les sociétés commerciales vont se souvenir de quelques mauvaises expériences en matière de règles applicables par analogie ou de règles applicables mutatis mutandis. Il n'y a plus dans le nouveau code un livre complet détaillant toutes les règles applicables à la société coopérative. Pour la société coopérative, on vous dit on suit les règles de la SRL, sauf quelques règles dérogatoires qui sont détaillées en matière de société coopérative. Alors notre exposé avec Gabriela de Pierrepont et moi sera divisé en deux parties. Et il sera centré essentiellement sur la question du capital, puisque c'est ça quand même la grande réforme en matière de SRL. Moi, je vais vous parler de ce qui reste du capital, ou de comment on envisage, sans capital, la constitution de la société et les apports. Gabriela vous parlera ensuite des distributions de dividendes et autres,
et du mécanisme de la sonnette d'alarme qui est également modifié. Alors, pourquoi supprimer le capital ? On a estimé que le capital était au fond inefficace pour les fonctions qui lui avaient été attribuées au départ. Et quelles étaient ces fonctions ? Il y en avait essentiellement deux. Il s'agissait de protéger les tiers, protéger les créanciers, s'assurer, leur donner une forme d'assurance qu'ils obtiennent le paiement de leurs créances, et d'autre part, éviter que certaines personnes ne constituent de manière un peu trop facile ou de manière un peu fantaisiste des sociétés à responsabilité limitée. Ça, c'était les deux fonctions. Et on s'est dit, finalement, ce capital, c'est beaucoup de contraintes pour ne pas vraiment bien réaliser ces fonctions. Alors, on pouvait le faire parce que la deuxième directive, l'ex-deuxième directive, qui règle les questions de capital, ne s'applique pas à la société privée à responsabilité limitée. Et on a voulu le faire parce qu'on constate une concurrence réglementaire quand même assez marquée en Europe, avec beaucoup de pays environnants qui réduisent drastiquement le capital. Et c'est ça les raisons principales qui ont fait que, finalement, par rapport à des règles qui étaient contraignantes, qui n'existaient plus dans les pays limitrophes et qui n'atteignaient pas le but qu'on leur assignait, on s'est dit, il n'y a rien à faire, il faut supprimer ces règles. Alors, entendons-nous bien, quand on parle de suppression du capital, on ne parle donc pas d'une réduction du capital minimum. Ce n'est pas ça, la nouveauté. On ne parle pas non plus d'un choix entre mettre un capital ou ne pas mettre de capital. On dit bien qu'il n'y a plus de capital du tout dans les sociétés à responsabilité limitée. Donc il n'y a aucune option là derrière. Alors la question, évidemment, c'est aussi ce qu'on va faire avec toutes les formalités qui sont liées au capital. Alors, il y avait toute une série de règles sur le contrôle des apports, sur les augmentations de capital, sur les réductions de capital. Que va-t-on faire de toutes ces règles-là quand on n'a pas de capital ? Et c'est ça que nous allons vous expliquer. Et puis alors, vous savez que le capital, c'était aussi, au fond, le lien entre les apports et les actions. Ce n'était pas un lien absolu, ce n'était pas un lien qui était nécessairement tout à fait proportionnel, mais il y avait quand même un lien entre le montant apporté par chaque associé, le nombre d'actions qu'il recevait et, partant, la proportion des droits, à la fois politiques ou patrimoniaux, qu'il obtenait dans la société. Alors ce lien-là, il pourra toujours exister, mais il ne passera plus par le capital. Ce lien-là devient un lien purement statutaire ou purement contractuel. C'est les statuts qui vont déterminer quels droits sont alloués à un associé en échange de l'apport qu'il a fait pour entrer dans la société. Alors, parlons maintenant des apports. Nous aurons toujours des apports en numéraire et des apports en nature. Jusque-là, il n'y a pas de grande nouveauté. Ce qui est nouveau, c'est l'apparition ou la réapparition des apports en industrie. Apports en industrie qui sont qualifiés par le nouveau code de sous-catégories d'apports en nature. Donc un apport en industrie est considéré comme un apport en nature, comme une forme particulière d'apport en nature, et donc soumis aux règles des apports en nature. Première nouveauté, ils sont autorisés alors qu'ils ne l'étaient pas. Ça permettra de valoriser par l'attribution d'actions le travail d'associés actifs dans la société. Ces apports posent des problèmes comme les apports en nature, mais peut-être encore plus importants en termes d'évaluation et de libération. En ce qui concerne l'évaluation, comme les apports en nature, ils seront soumis à la procédure d'évaluation moyennant l'intervention de réviseurs, dont je vais vous parler dans une minute. En termes de libération, il faudra s'organiser pour organiser leur libération, à moins que dans un mouvement de sagesse, le législateur ne prévoit, ce qui n'était pas le cas dans le projet dont nous avons connaissance, ne prévoit des règles supplétives à ce sujet. Mais donc ce qu'il faut déterminer, c'est que se passe-t-il si celui qui a promis de faire un travail à titre d'apport ne le fait pas, soit fautivement, soit en raison d'une force majeure? Que se passe-t-il si la société fait faillite avant
que l'apporteur n'ait terminé de faire le travail qu'il s'était engagé à faire. Que se passe-t-il si l'apporteur meurt ou fait faillite avant ce moment-là? On retrouve dans le nouveau code la règle que vous connaissez bien de la souscription intégrale du capital, une règle impérative. Le capital doit être inconditionnellement et totalement souscrit. Par contre, la règle de la libération du capital devient supplétive. En principe, le capital doit être... les apports, doivent... Vous voyez comme quoi c'est compliqué. Les apports doivent être intégralement libérés au moment de la souscription, mais cette règle est totalement supplétive, donc vous oubliez le minimum d'1/5 pour les apports en numéraire et la libération totale des apports en nature. Les apports en nature seront contrôlés dans un système qui est globalement le même qu'aujourd'hui. Un rapport des fondateurs, un rapport d'un réviseur d'entreprise. L'articulation entre les deux est mieux organisée, donc d'abord le rapport des fondateurs, ensuite le rapport du réviseur, enfin le rapport final des fondateurs qui tient compte des conclusions du réviseur. Les possibilités de dispense que vous connaissez bien, il y en a 3 qui sont les mêmes pour la SRL et pour la société anonyme. Il n'y a pas de possibilité de renoncer à ces rapports, même à l'unanimité des associés, règle qui a été critiquée par le Conseil d'État en se demandant quel était le sens de cela dans un système sans capital, mais je ne vais pas m'étendre sur cette critique. Les règles relatives au quasi-apport disparaissent, alors ça c'est quelque chose qui a été jugé inutile, comme une relique du système du capital non obligatoire dans la SRL. Elle reste par contre là dans la société anonyme. Question, est-ce qu'on a vraiment une simplification du système? À vrai dire, pas vraiment. La nouveauté, c'est l'existence d'un apport en industrie, mais l'apport en industrie, c'est plutôt des complications que des simplifications. Pour le reste, la plupart des règles qui existaient auparavant en matière d'apport continuent d'exister. Ce qui reste aussi, c'est l'exigence d'avoir des capitaux propres de départ suffisants. Alors, c'est l'ex-capital suffisant, qu'on appelle aujourd'hui les capitaux propres de départ suffisants. Il y a désormais dans la loi une obligation positive, donc on indique que les fondateurs doivent veiller à ce que la société dispose de capitaux propres de départ suffisants, compte tenu de toutes les autres sources de financement qui sont mises à sa disposition. Et pour s'en assurer, on exige la rédaction d'un plan financier, comme aujourd'hui, mais on prévoit dans la loi les différentes rubriques que ce plan financier devra comporter en s'inspirant de ce qui existe aujourd'hui en matière de SPRL Starter. Et donc vous avez désormais dans la loi 7 rubriques obligatoires que doit contenir le plan financier dans l'idée d'éviter les plans financiers rédigés un peu trop rapidement ou légèrement. Vous les voyez sur le slide, la description de l'activité, la description des sources de financement, un bilan en compte de résultats et un budget prévisionnel et la description des hypothèses qui ont été adoptées pour rédiger ces documents. Si le document a été rédigé par un professionnel du chiffre, il faut également indiquer son nom. Et enfin, existera toujours la responsabilité des fondateurs qui sanctionnent en quelque sorte les différentes règles dont je viens de vous parler. Première nouveauté, enfin à vrai dire seule nouveauté dans cette matière, la possibilité pour certains comparants à l'acte constitutif de ne pas être considérés comme des fondateurs. C'est une règle qui est reprise de l'ASA et qui est étendue à la SRL. Donc s'il y a des fondateurs qui possèdent un tiers des actions, les autres comparants à l'acte constitutif qui ne font qu'un apport en numéraire peuvent être considérés comme des simples souscripteurs et par conséquent échapper à la responsabilité des fondateurs. La responsabilité est plus clairement qu'aujourd'hui, mais sans changement substantiel, divisée entre des obligations de garantie et une responsabilité proprement dite. Une obligation de garantie pour ce qui est de la souscription intégrale des apports qui ont été indiqués dans l'acte constitutif. Obligation de garantie pour la libération des actions dont les fondateurs sont réputés souscripteurs par le biais de la disposition précédente et une obligation de garantie également
lorsque les actions ont été souscrites par la société ou par ses filiales, ce qui est interdit en vertu de la règle de la souscription intégrale. Et puis alors, 4 causes de responsabilité que vous connaissez déjà. Les fondateurs sont responsables du préjudice qui résulte de la nullité de la société, du préjudice qui résulte de l'absence ou de la fausseté de certaines mentions dans l'acte constitutif, de la surévaluation manifeste des apports en nature, et enfin, responsable, c'est la cause, comme vous savez, la principale cause de responsabilité des fondateurs en pratique, responsable si les capitaux propres de départ sont insuffisants et que la société est déclarée en faillite dans les 3 premières années de son existence. Je rappelle à cet égard que ce qui est la cause de responsabilité, c'est bien l'insuffisance des capitaux propres et pas le fait qu'un plan financier a été, le cas échéant, mal rédigé ou rédigé de manière trop hâtive. Si le plan financier est mal fait mais que l'argent est là, il n'y a pas de responsabilité des fondateurs. Voilà très brièvement esquissé les nouvelles règles en matière de disparition du capital en ce qui concerne principalement les apports et la constitution de la société. Et je laisse maintenant la parole à Gabriela de Pierrepont qui va vous parler des distributions et de la sonnette d'alarme. Merci, cher Henri. Mesdames, Messieurs, chers collègues, abordons maintenant les nouvelles règles en matière de maintien du patrimoine de la société. Alors, comme Yves Decorte l'a déjà évoqué ce matin, il y a toute une série de règles qui vont devoir être réinventées ou en tout cas réadaptées suite à la suppression de cette notion de capital. Il en va des règles en matière de distribution. Les règles d'achat d'actions propres et d'assistance financière vont aussi devoir être adaptées. Il n'y a plus de réduction de capital. Et en fait, les remboursements des apports aux actionnaires, donc que ce soit des apports en nature ou en espèces, deviennent de simples distributions. Autre nouveauté, la possibilité pour les actionnaires de démissionner, de se retirer à charge du patrimoine social de la SRL. Et finalement, la procédure de sonnette d'alarme qui, elle aussi, va devoir être adaptée. Commençons par les distributions. Les distributions aux actionnaires. Donc, l'Assemblée générale est toujours compétente pour décider de l'affectation du bénéfice et des montants à distribuer. La nouveauté, c'est qu'on va permettre de prévoir dans les statuts la possibilité de déléguer cette compétence à l'organe d'administration, qui donc lui aussi va pouvoir procéder à des distributions. Et on l'a déjà évoqué, en contrepartie de la suppression du capital, on va imposer un double test à la société pour voir si et combien elle peut distribuer. Ce double test porte sur la solvabilité et la liquidité de la société. Premier test, le test de solvabilité, dit aussi le test d'actif net. Le principe, c'est que l'actif net de la société ne peut être négatif et il ne peut pas non plus le devenir négatif suite à la distribution. Donc, si on a des capitaux qui ont été statutairement rendus indisponibles ou des réserves indisponibles dans la société, il y a un élément en plus, c'est que l'actif net ne peut être inférieur à ces réserves et ces capitaux indisponibles. La réserve légale disparaît et l'actif net, comment est-ce qu'on le calcule? On va le calculer sur base des derniers comptes annuels approuvés ou sur base d'un état plus récent qui résume la situation active ou passive de la société. C'est notamment le cas lorsque l'on veut procéder à des distributions sur le bénéfice de l'exercice en cours, comme on le verra tout de suite. Prenons un exemple concret pour illustrer ce test de solvabilité d'actif net. Prenons une SPRL existante, donc une SPRL soumise au Code des sociétés actuellement. Alors, son capital est de 100 000 €, ses réserves indisponibles 50 000, réserves disponibles de 25 000, elle a un bénéfice reporté de 20 000. À combien s'élève son montant distribuable? Oui, je l'ai entendu, vous avez 45 000 € qui peuvent être distribués. Prenons maintenant une nouvelle SCRL, donc une SCRL qui a été constituée après l'entrée en vigueur du Code des sociétés et des associations. Pourquoi une nouvelle SCRL? Parce que, comme on vous l'a rappelé ce matin dans l'introduction,
la réforme prévoit un régime transitoire pour les SPRL existantes. Donc pour celles-là, le capital va être transformé en réserve indisponible. Donc prenons une nouvelle SRL. Les mêmes données chiffrées, capitaux propres de départ de 100 000 €, réserve indisponible de 50 000, réserve disponible 25 000, bénéfice reporté de 20 000. Quel va être le montant distribuable cette fois-ci en effectuant ce test d'actifs nets? Oui, exactement, on va pouvoir distribuer jusqu'à 145 000 €. Donc, en fait, ce slide vous résume vraiment les conséquences concrètes de la distribution du capital dans la SRL. 145 000 €, comment est-ce qu'on y est arrivé? Eh bien, on ne peut pas descendre en dessous des réserves indisponibles. On l'a dit, on veut, malgré la suppression de capital, préserver les droits des créanciers, et donc on a instauré un deuxième test. Ce deuxième test, il porte sur la liquidité de la société. Alors, le principe, c'est quoi? C'est que la société doit être en mesure de pouvoir honorer ses dettes exigibles pendant au moins une période d'1 an. Alors, c'est un instrument qui est déjà utilisé dans d'autres pays, et ça mesure vraiment la faculté de la société à honorer ses dettes à court terme. Comment est-ce que ça marche? Eh bien, l'organe d'administration va devoir faire des estimations, il va devoir établir un rapport dans lequel il va donc prévoir la situation de liquidité de sa société. Il va devoir faire ce rapport selon les développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre. Donc il va devoir prendre en compte des circonstances futures qui pourraient affecter cette situation de liquidité. Ce rapport ne doit pas être publié, mais si la société a désigné un commissaire, celui-ci va le contrôler. Et on verra l'importance de bien documenter la décision, puisque la responsabilité des administrateurs pourrait être engagée. Voilà pour les deux tests. Alors, à quel moment peut avoir lieu la distribution? Eh bien, les distributions et les dividendes intermédiaires deviennent possibles. L'AG, évidemment, va pouvoir distribuer, donc à tout moment de l'exercice, sur base, on l'a dit, soit des derniers comptes annuels approuvés, soit d'un état qui résume la situation active et passive plus récent. Ça, c'est évidemment sur le bénéfice de l'exercice en cours. Et ce qui est nouveau, c'est que l'organe d'administration, à condition qu'il ait été délégué statutairement, va pouvoir aussi procéder à des distributions sur le bénéfice de l'exercice en cours, soit sur base du résultat reporté. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. On va déléguer cette compétence aussi à l'organe d'administration. Que se passe-t-il si les distributions ne sont pas faites correctement, si on n'a pas respecté ces doubles tests, si on a procédé à des distributions irrégulières? Eh bien, la responsabilité tant des administrateurs que des actionnaires peut être engagée. Les administrateurs, ils vont être solidairement responsables des fautes qui auraient été commises concernant le test de liquidité, d'où l'intérêt de bien motiver le rapport lorsqu'ils font ce test. Les actionnaires, eux, pourraient être tenus de rembourser les distributions qui auraient été faites irrégulièrement, indépendamment de leur bonne ou mauvaise foi. Alors ça, c'est différent de ce qui se passe pour l'ASA. Vous savez que le remboursement ne peut être exigé qu'en cas de mauvaise foi. Ici, on va l'exiger même en cas de bonne foi des actionnaires. Et indépendamment de ça, ils pourraient être tenus pénalement. Voilà en ce qui concerne les distributions. Voilà les nouvelles règles, donc les nouveaux tests qui s'appliqueront aux distributions dans les SRL. Passons maintenant aux acquisitions d'actions propres. Ici, il y a peu de nouveautés, donc on a voulu simplifier un peu le régime, mais il n'y a pas de grande révolution. Qu'est-ce qui change? Alors, Monsieur De Kort, on avait déjà abordé un petit peu, touché un mot ce matin. Qu'est-ce qui change? On va ne plus étendre le régime aux sociétés filiales. On supprime la limite selon laquelle on ne peut pas acquérir plus de 20% des actions. L'autorisation de l'Assemblée générale est maintenue, mais cette fois-ci, on adopte une majorité qualifiée. Et dernier élément qui change, c'est que l'obligation d'aliénation n'existe plus, donc on n'est plus obligé d'aliéner les actions
dans le temps. En ce qui concerne l'assistance financière, de nouveau, peu de changements. On aurait pu faire comme nos voisins. Les Pays-Bas ont purement et simplement supprimé cette réglementation pour les VV. Ici, en Belgique, on l'a maintenue. Alors, on a essayé de la simplifier, mais c'est un minimum. Donc, le champ d'application reste inchangé. On adopte donc l'interprétation de la Cour de cassation de 2015. Est-ce qu'elles sont rendues plus flexibles, les règles? Alors, on va supprimer les règles de prise en gage d'action propre en estimant que les règles de conflit d'intérêts suffisent. L'organe d'administration va toujours devoir établir un rapport, mais celui-ci ne devra plus être publié. L'autorisation de l'AG de l'Assemblée générale est toujours requise. De nouveau, majorité, quorum et majorité de modification des statuts. Et l'assistance financière, l'aide financière, ne peut porter que sur des sommes distribuables. Alors, ce qui est nouveau ici, c'est qu'on va assortir cette obligation de l'obligation de constituer une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière. Pourquoi? Simplement pour éviter que les mêmes sommes distribuables soient utilisées plusieurs fois. Dernière modification, si on peut dire, c'est la suppression des règles en matière de rachat de toutes les parts sans droit de vote. Ici, on va laisser faire la liberté statutaire. Voilà très rapidement les modifications en ce qui concerne l'assistance financière. Alors, une nouveauté, par contre, concerne la possibilité pour les actionnaires de la SARL de démissionner, de se retirer du patrimoine, donc à charge pour celui-ci de leur payer une part de retrait. On va calquer en fait le régime qui existe actuellement dans la société coopérative pour le capital variable. Il n'y a pas de procédure standard, donc ici c'est la liberté statutaire qui va jouer. Il faut que ce soit prévu dans les statuts, et il y a quand même 3 limites qui avaient déjà été évoquées ce matin, donc 3 limites. On ne peut pas le faire au cours des 3 premiers exercices, en raison de la responsabilité des fondateurs. Les parts de retrait ne peuvent porter que sur des sommes distribuables. Alors, les parts de retrait sont une distribution, donc on va devoir de nouveau satisfaire à ces 2 tests, ce double test d'actifs nets et de liquidité. Et l'organe d'administration pourrait reporter, voire suspendre le paiement si l'intérêt social que Frédéric Magnus nous a exposé tout à l'heure le requiert. Voilà pour la possibilité de retrait. Alors, le Code n'a pas prévu de possibilité d'admission, comme c'est pourtant le cas pour les sociétés coopératives. Il nous reste une dernière règle qui va devoir être adaptée. C'est la règle, donc c'est la procédure de sonnette d'alarme. Évidemment, si on supprime le capital, on va devoir trouver d'autres critères pour tirer cette sonnette. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, le Code va utiliser les mêmes critères, en tout cas des critères analogues à ceux qui existent pour la distribution des dividendes. Comment est-ce que ça marche? L'organe d'administration va devoir convoquer l'Assemblée générale si l'actif net devient négatif ou s'il risque de devenir négatif, donc on retrouve le test d'actif net, ou donc c'est un choix alternatif, c'est des critères alternatifs, ou s'il a un doute quant à la faculté de la société, à la capacité de la société à honorer ses dettes dans les 12 prochains mois. Ici, on retrouve le test de liquidité. Donc, s'il y a un doute quant à l'actif net ou quant à la liquidité, il va devoir convoquer l'Assemblée générale. L'Assemblée générale va devoir décider dans les 2 mois. Elle va pouvoir décider de la dissolution de la SARL ou alors des mesures nécessaires à sa continuité. Et si nécessaire, l'organe d'administration procédera à une nouvelle convocation, mais alors il y a un délai d'attente, c'est après au moins 1 an. Si la situation est inchangée, il faudra reconvoquer l'Assemblée générale. Toutes ces règles sont évidemment à mettre en lien avec les nouvelles règles en matière d'insolvabilité du Code de droit économique, donc avec les nouveaux articles du livre 20 du Code de droit économique. Oups. Voilà, très rapidement, les nouveautés en ce qui concerne le maintien du patrimoine. Donc on ne parle plus de maintien de capital, mais plutôt du maintien de capitaux propres de la SRL. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? Eh bien,
En fait, toutes ces règles en matière de patrimoine, elles sont à mettre en lien avec toutes les autres règles qui vont affecter la nouvelle SRL, en particulier les règles que Philippe Lambrecht et son équipe vont nous exposer tout de suite sur les émissions et les cessions d'actions. Il ne faut pas non plus oublier toutes les règles en matière de corporate governance et évidemment le régime transitoire qui va s'appliquer jusqu'au maximum en 2024, etc., etc. Donc c'est vraiment à mettre en lien avec toutes les autres règles qui vont affecter cette société. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, comme on l'a répété plusieurs fois aujourd'hui, la SRL, elle a vocation à devenir la société de base, la société qui va être prise par défaut, donc par les PME, les professions libérales. Si on veut un caractère fermé, c'est celle-là qu'on va choisir. La conséquence, c'est qu'on a voulu assouplir les règles pour qu'elles puissent servir à toutes ces circonstances, à toutes ces situations. L'inconvénient, c'est que cet assouplissement, cette flexibilité accrue, va rendre le droit des SRL d'autant moins simple dans la pratique. Et quant à savoir si la protection des créanciers est plus efficacement garantie dans cet environnement sans capital, je vous propose d'en débattre tout à l'heure autour d'un petit apéritif. Merci de votre attention.